BFM Business, midi, l'heure H. L'invité avec Edwige Chevrillon. Notre invitée, c'est Roxane Varza, directrice de la station F. Roxane Varza, merci d'être avec nous. Merci. Beaucoup de sujets à évoquer. D'abord, justement, cet écosystème de start-up, comment est-ce qu'il a traversé la crise? Est-ce que je veux dire, il y aura vraiment un autre écosystème après cette crise du Covid? Peut-être d'abord, vous fêtez vos 3 ans. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques chiffres clés sur la station F? Oui, donc en effet, ça fait 3 ans maintenant, ça passe très vite. On a toujours 1000 startups à Station F, mais on a évidemment une petite rotation. Il y a des startups qui partent et qui viennent. Donc je pense qu'on est autour de un peu moins de 3000 sur les 3 ans. On a environ 11 000 startups qui postulent chaque année. Et les startups qui viennent chez nous participent à un de nos 30 programmes différents. Oui. Mais est-ce que vous êtes capable de dire si vous avez été utile? Je suis assez cash, pardon, mais oui. Est-ce que finalement sur les 3000 qui sont passés par chez vous, par la station F, il y en a combien qui aujourd'hui émergent, je veux dire, ont un compte d'exploitation, s'en sortent, créent de l'emploi oui, c'est une très bonne question. On suit de très près les différents chiffres et les indicateurs que les startups vont suivre elles-mêmes. Par exemple, les levées de fonds, les recrutements, même des fermetures. Donc en fait, pour les échecs, on est toujours sur des chiffres qui sont assez bas. Normalement entre 2 et 4% par an, et on est sur les levées de fonds pour environ 40 à 50% des startups sur une année classique. Et là, ça veut dire quoi exactement? Enfin, on voit bien les 2-4% qui ne survivent pas, mais là, ça veut dire que c'est des entreprises qui ont fait, les startups qui ont fait au moins une levée de fonds par an. Exactement. Oui. Donc c'est un bon indicateur malgré tout. Exactement. Donc c'est pas forcément quelque chose qui est pertinent d'ailleurs pour toutes les startups, mais on va suivre quand même ces chiffres de très près. Oui. Comment ça s'est passé durant le coronavirus, cette crise? D'abord, est-ce que la station F, vous avez fermé? Oui, on est fermé. C'était la première fois qu'on a fermé depuis le lancement en 2017. Donc on était complètement fermé pendant le confinement. On est ouvert depuis le 11 mai et aujourd'hui, on commence à revenir sur les chiffres de fréquentation qu'on avait même avant le confinement. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont passés où tous vos start-upers? Ils ont fait du télétravail comme tout le monde, et puis je pense aussi que c'est des entreprises qui peuvent s'adapter au télétravail potentiellement beaucoup plus facilement que d'autres types d'entreprises. Donc c'était finalement quelque chose qui avait peut-être beaucoup moins d'impact que ce qu'on a imaginé. Oui. Est-ce que quand même, est-ce qu'on peut dire qu'il y a... D'abord, est-ce qu'ils sont tous revenus? Est-ce qu'il y en a qui ont... non, je sais pas, le confinement a un peu changé. Ils se sont dit finalement, j'ai pas une mentalité d'entrepreneur, 2, je vais faire autre chose, etc. Enfin, racontez-nous. Oui, très bonne question. Évidemment, aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui souhaitent faire plus de télétravail qu'avant. Nous, on a fait une étude à Station F qu'on a publiée fin mai. Et en fait, on a vu que même s'il y a beaucoup d'entreprises qui parlent de passer en full remote, c'est-à-dire supprimer complètement le bureau, finalement, il y a très peu d'entreprises qui vont le faire réellement. Donc, moins de 10% aujourd'hui qui vont le faire, environ 20% de startups, et ça c'est pas que des startups Station F, c'est vraiment, on a fait une étude sur l'ensemble de l'écosystème, plus de 1000 entreprises dans 5 pays différents qui ont répondu, et donc on a environ 20% des startups qui vont rien changer, et environ 50% qui vont juste augmenter le pourcentage de télétravail pratiqué. En termes de levée de fonds, il y a eu des levées de fonds pendant cette période? Bien sûr, oui. Bien sûr. On a même quelques levées de fonds à Station F, mais beaucoup de startups ont préféré retarder la levée de fonds qui était prévue ou trouver d'autres moyens de financement. Ouais. Est-ce que lorsque vous regardez ces 3-4 mois, est-ce que vous voyez déjà poindre une évolution dans le secteur d'activité dans lequel ce sont vos startups, vos petits bébés, vos startups? Oui, je pense qu'il est encore assez tôt pour vraiment voir un changement réel. Après, on a vu par exemple aujourd'hui, on a beaucoup plus de startups qui candidatent avec des solutions pour détecter le coronavirus. Je pense que ça va rester peut-être un sujet un peu niche et limité dans le temps. Une fois qu'on aura trouvé une solution, est-ce que ça va rester encore un problème? Et aussi, je pense avec les tendances de télétravail, on voit émerger vraiment une vague de solutions dédiées au télétravail. Ouais. Et dans tout ce qui est quand même biotech, où là, on parle beaucoup d'écologie. À double titre, il y a eu la Convention citoyenne et puis il y a eu quand même cette vague verte qu'on a vue dans certaines grandes villes, mais qui était assez symbolique. Est-ce que vous pensez que ça aura un impact? Forcément, ça va avoir un impact, oui.
Je pense qu'il va y avoir beaucoup de choses qui vont se faire dans les mois à venir. Aujourd'hui, il reste encore très tôt pour voir. Oui. Est-ce que pour vous, c'est un phénomène, est-ce qu'il y a un phénomène un peu similaire? On entend votre pointe d'accent, que vous avez une petite pointe d'accent américain, mais aussi vous connaissez, enfin anglo-saxon on va dire, parce que vous connaissez aussi très bien la Grande-Bretagne. Est-ce que ça se passe comment là-bas? Par exemple, dans la Silicon Valley, on a des échos plutôt assez négatifs, assez durs de ce qui se passe. On l'a vu chez Uber avec cette conférence où il y a 2800 personnes qui ont été virées d'un seul coup. Vous avez même des échos? Oui. La crise n'a pas du tout été, l'impact de la crise n'a pas été le même dans l'ensemble des pays. Dans l'étude que nous avons faite, on a vu finalement les startups françaises sont potentiellement moins impactées que dans d'autres pays. En Allemagne, en fait, on a vu le plus de licenciements, même plus qu'aux États-Unis, mais je pense que c'est aussi parce qu'il y a une certaine maturité de boîte a été plus impactée que d'autres. Donc c'est pas forcément les startups les plus jeunes, c'est souvent les startups qui ont déjà fait peut-être un deuxième levée de fonds, qui commencent vraiment à se baser sur les chiffres d'affaires pour la croissance. Et là, quand on fait un confinement, ça peut vraiment avoir un impact colossal. Et sinon, en effet, aux États-Unis, on a vu des chiffres colossals au niveau des licenciements. Je pense que le chômage partiel a très bien fonctionné en France et dans d'autres pays en Europe aussi. Donc, finalement, vous êtes en train de nous dire que en France, notre écosystème de start-up sont plutôt mieux sortis que dans les autres pays. Selon les chiffres qu'on a vus, oui. Pour le moment, c'est l'impression qu'on a. On a sauvé potentiellement plus d'emplois. On a des startups qui prévoient moins de fermetures, moins de licenciements d'ici la fin de l'année. Donc finalement, pas si mal que ça. Et en Allemagne, comment ça s'est passé? Vous disiez qu'en Allemagne, ça avait été... Donc c'est intéressant parce ça veut dire qu'on est à un stade un tout petit peu... Ils sont plus en avance que nous, en fait. Nous, on a des startups vraiment toutes petites. Ça ne veut pas forcément dire ça, mais ça veut dire qu'ils ont beaucoup plus de startups potentiellement en hyper croissance. Et donc, ce genre d'impact peut vraiment être très impactant. L'autre chose qu'on a constaté, c'était en Allemagne, ils ont fait le moins de pivots. Donc en fait, une fois qu'il y avait de la crise, ils n'ont pas forcément changé quelque chose dans la stratégie pour confronter un peu la situation. Et en Grande-Bretagne, comment ça s'est passé? Parce que la Grande-Bretagne, c'est... finalement, pas si différent que la France, j'ai envie de dire. Donc ça se positionnait un peu au même niveau que la France sur plusieurs sujets. Je pense aussi le gouvernement, les gouvernements en Allemagne et aussi au Royaume-Uni ont mis plus de temps pour communiquer sur les aides. Et ça a eu un petit impact aussi. Parce que on voit bien derrière, il y a aussi la question de la levée de fonds. C'est essentiel, c'est d'avoir des outils comme la Station F, mais pas que, Roxane Varza. Oui. Il faut aussi, bien sûr, avoir des levées de fonds. Dans cette guerre que se livre en termes d'affichage la Grande-Bretagne et la France pour savoir où est-ce qu'il y a le plus de capital investissement, de capital risque, est-ce qu'on peut dire que la France est en train en capital risque de passer devant la Grande-Bretagne ou pas? Je pense que ça dépend vraiment de quels critères on va regarder quand on aborde le sujet. Donc, par exemple, si on va parler de nombre de levées de fonds, la France est devant depuis un petit moment. Ça veut dire que, par exemple, les petites levées, les différents types de subventions faits par la BPI ou autres, nous ont fait passer devant le Royaume-Uni. Mais en volume total, on a encore un peu de travail à faire. D'accord, c'est sur le nombre. Donc ça veut dire... c'est toujours la même question. C'est-à-dire qu'on dit qu'en France, il y a de l'argent, mais soit c'est très gros, à ce moment-là, on est dans un autre registre, soit c'est petit, mais qui manque justement un peu l'intermédiaire. Un petit peu. Et encore pour le capital développement. Oui. Est-ce que ces entreprises, ces start-up, il y a des femmes, il y a des hommes? Bien sûr, il y a les deux. Les femmes restent il y a toujours 5% un peu minoritaires. 5% de femmes, mais... quand même pas. Donc en fait, sur Station F, surtout, on a vu une grosse évolution depuis le début de notre histoire. Première année, on avait un programme avec 40% des startups fondées par des femmes. Aujourd'hui, on a plus de 5 programmes avec 45% des startups fondées par des femmes. Donc on voit une évolution, mais c'est un peu plus lent que ce qu'on a espéré. Oui, mais ça, c'est parce que c'est vous qui le voulez, parce que vous êtes une femme. Et sinon, vous êtes d'accord avec moi que c'est votre univers, hein, Roxane Varza, c'est que c'est un univers qui est très, très masculin. Ça reste très masculin, en effet. Comment vous l'expliquez, vous qui baignez dedans, vous travaillez dedans, vous êtes reconnue, comment vous l'expliquez?
Je pense finalement, c'est quelque chose que moi je suis de très près depuis 10 ans parce que j'ai fondé quand même une association. Justement, on va en parler, oui. En effet. Et en fait, j'ai vu au début finalement, on imaginait que les femmes n'étaient pas si nombreuses que ça dans le milieu, mais en fait, si. C'est juste que parfois elles sont moins visibles. On passait dans beaucoup de conférences et d'événements où il y avait les mêmes hommes qui prenaient toujours la parole, qui étaient toujours invités. Et donc là, on a essayé de changer les choses. Et depuis, j'ai envie de dire peut-être 5 ans, on commence à voir de plus en plus de femmes qui créent leur start-up et qui tentent l'aventure. Et quand il y a certains qui vous disent, parce que moi c'est une question récurrente que je pose, c'est normal, et ils me disent, mais en fait on a très peu de projets présentés par des femmes. Alors là, vous dites que c'est la mauvaise foi. J'en connais un à qui je vais passer un coup de fil là. Oui. Non, j'ai envie de dire, on voit beaucoup plus de projets fondés par des femmes. Ce que je disais tout à l'heure, peut-être elles sont juste moins visibles ou elles vont moins aller spontanément vers des investisseurs, vers des conférences proposées parce que peut-être elles sont aussi en train de travailler, de développer quelque chose. Justement, on va rester là-dessus, sur ce sujet encore un instant parce que donc vous avez créé le mouvement Start Her et puis il y avait Sissa qu'on connaît bien aussi ici. Vous avez décidé de vous fusionner, de faire une grosse association pour avoir plus de force. Exactement, c'est exactement ce qui s'est fait. C'était même pendant le confinement qu'on a pris cette décision. Sista est existante depuis peu de temps, mais je pense qu'elles ont vraiment fait leurs preuves. Et Starter, depuis 10 ans, maintenant, on se disait c'est un peu le moment de passer à l'étape suivante. Et donc, on a fusionné les deux. Mais vous faites quoi, en fait? Quel type d'action voulez-vous mener? En fait, là, il y a beaucoup de projets qui sont en cours d'être définis. Mais avec Starter, on a fait plein de choses parce que l'évolution a beaucoup évolué, l'écosystème a beaucoup évolué. On a fait des cours d'initiation au code, on a fait des événements pour mettre en avant plus de femmes qui créent leurs entreprises. On avait une compétition pour trouver en fait des nouvelles personnes qui créaient leur start-up. Donc, on avait plein de projets différents. Je pense que ça suit un peu l'évolution de l'écosystème. Mais pas d'action violente type Female pour montrer qu'il faut vraiment faire bouger les choses. Nous, on essaie toujours d'être un peu plus pro-mixité. Donc, on sait qu'on a besoin des hommes aussi pour avancer dans cette histoire. Et donc, c'est pas uniquement quelque chose pour rester entre les femmes. Je pense que c'est pas ça la vision qu'on a. Et sur la diversité, qu'est-ce qu'il faudrait faire? La diversité plus au sens élargi. Oui, au sens élargi, avec des minorités. Il y a énormément de choses à faire. Je pense qu'on voit aussi aux États-Unis, il y a pas mal de choses qui se font en ce moment. C'est un sujet qui est abordé en France, mais différemment. Donc nous, à Station F, en fait, la diversité a toujours été un grand sujet pour nous, que ce soit des profils étrangers, que ce soit des personnes des milieux défavorisés, que ce soit des hommes et des femmes. Mais aujourd'hui, on voit que c'est quand même un profil un peu type qu'on a de l'entrepreneur et je pense qu'il faut vraiment casser ces c'est le mâle blanc, alors sauf qu'il n'a pas 50 ans, mais il en a 20 ou 30. Mais c'est à peu près ça, on fait comme quoi, on fait les mêmes schémas. Vous voulez créer un nouveau monde, mais finalement, c'est un peu le même que l'ancien monde, non? C'est ça, et c'est un peu notre avis sur le sujet, c'est qu'en fait, les meilleures innovations vont pas être créées par les personnes forcément avec les mêmes profils, donc il faut vraiment aller trouver des nouvelles personnes, les personnes qui pensent en fait que l'entrepreneur est forcément quelqu'un avec un certain profil, en fait c'est complètement faux. Vous faites ce classement, donc le classement des top 30 des entreprises, des startups les plus avancées comme vous dites. C'est les startups, on ne les connaît pas forcément, mais qu'est-ce que vous avez voulu mettre en avant et qu'est-ce qu'elles veulent dire? Et qu'est-ce que veut dire ce classement? En fait, comme on a mis une startup à Station F, deuxième édition. Exactement, c'est deuxième édition cette année. Parfois, c'est difficile à naviguer entre qui avance, qui est en train de faire telle ou telle chose. Donc là, on voulait vraiment mettre en avant les 30 startups qui ont le plus avancé cette dernière année. Et donc, on se base sur, par exemple, les levées de fonds, des rachats, la croissance, pour les identifier. Et oui, mais alors donnez-nous des exemples quand même, parce que vous les connaissez mieux que moi, donc moi je vais bien les donner, mais c'est mieux si vous nous dites un peu qu'est-ce que ça signifie, quoi. Oui, en fait, on a vraiment plein de différents secteurs qui sont représentés, des startups qui sont fondées par des personnes de différents profils. Donc par exemple, on a une startup qui s'appelle Air Pur, qui fait des masques anti-pollution, qui a fait une super levée de fonds avec tout ce qui s'est passé coronavirus. Je pense que la croissance est vraiment en train de prendre. Une autre startup qui s'appelle Connecting Food, une startup pour la traçabilité alimentaire basée sur la blockchain, super technologie, aussi avec une super levée de fonds. Donc voilà, c'est ce genre de start-up qu'on va essayer vraiment de mettre en avant et cette visibilité avec le top 30 les permet d'avancer encore plus. Et qu'est-ce qu'elles gagnent à être dans le top 30? C'est surtout une visibilité au niveau de Station F. Et puis je pense que certains des années de l'année dernière, surtout parce qu'on n'avait pas fait beaucoup d'années avant, ont pu faire d'autres levées de fonds, ont pu avoir d'autres contrats, d'autres partenariats, d'autres types de développement par la suite. Oui. Quels sont, c'est en général justement, ce sont des hommes, des femmes, là, si on prend juste ce top 30?
Sur ce top 30, et moyenne d'âge. J'ai pas les chiffres, on n'a pas encore étudié vraiment l'ensemble des profils. Non, mais vous les connaissez parce que vous les côtoyez à la station F. En fait, à station F, nos profils sont finalement très très variés. Donc, on a des entrepreneurs. L'âge moyen à station F, c'est autour de 31 ans. J'imagine ce classement est aussi assez représentatif de notre entrepreneur type à station F. Mais on a vraiment de tout. Par exemple, le Connecting Food, c'est une équipe mixte, hommes et femmes, des personnes avec beaucoup plus d'expérience peut-être que ceux qu'on aurait dans les entrepreneurs de 20 ans qui sortent de l'école. Donc ça, c'est par exemple un bel exemple. On voit que ce sont des secteurs qui sont très liés à l'actualité, forcément. Est-ce qu'il y en a beaucoup dans la biotech? Parce que je pense que c'est un point très important, notamment pour l'économie française. Est-ce que vous voyez poindre? Est-ce que vous avez des ingénieurs? Est-ce que vous avez, ou pas beaucoup, en fait? Oui, non, cette année, là, on a eu un peu plus dans tout ce qui peut toucher à la santé. En revanche, c'est vraiment le B2B SaaS qui reste un peu le sujet clé, donc les logiciels pour les entreprises. Et ça, c'est peut-être aussi un phénomène qu'on va voir croître avec coronavirus et la situation Covid. Est-ce qu'il y a certaines startups qui ont été plus touchées que d'autres? Oui, il y a des startups qui ont été très impactées finalement. Comme les startups de Station F sont assez jeunes, elles sont beaucoup plus agiles. Donc on a vu énormément de pivots, beaucoup qui ont changé leur stratégie, qui ont mobilisé des choses qu'elles ont développées pour faire autre chose. Donc finalement beaucoup moins d'impact que par exemple les startups de série B. Oui, série B, voulant dire? Oui, série B, ça veut dire qui ont déjà fait peut-être une deuxième levée de fonds un peu plus avancée. Oui, parce qu'il y a tout, on va dire ça à nos téléspectateurs et auditeurs, il y a tout un jargon aussi, non, comme il y a des jargons dans chaque écosystème, hein, donc on va dire ça comme ça. Est-ce que malgré tout, vous dites qu'il y a des entreprises qui s'en sont mieux sorties que d'autres. Est-ce que vous avez pu faire un peu un type de profil de l'entrepreneur qui réussit? Qui réussit suite à la crise ou de façon générale? D'une manière générale. J'ai envie de dire c'est impossible. Quand vous sélectionnez des gens, les dossiers, vous n'êtes pas... C'est impossible. Mais en fait, ce qu'on va chercher quand on regarde les différentes candidatures pour faire la sélection, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de savoir pourquoi telle personne va s'adresser à telle problématique. Qu'est-ce qui fait que cette personne a vraiment l'expérience qu'il faut, le réseau qu'il faut? Qu'est-ce qui fait que la personne comprend ce problème et va réussir à créer la solution qu'il faut? Donc c'est vraiment ça qu'on va regarder. Après, ça peut être vraiment n'importe qui. Vous revenez nous voir dans 2 ans. Il sera passé quoi à la station F? Je veux dire, quelles sont vos ambitions? Alors, vous avez 3 ans, comme ça, à devenir reconnu, mature. Quelles sont vos ambitions, Roxane Varza? Je parle pas des vôtres, je parle de cette station F. Peut-être des vôtres après. Avec Station F, on a encore plein de projets de développement. On en parle un peu moins en ce moment. Il y a encore des projets d'extension autour de Station F. Donc, on a déjà annoncé, par exemple, un projet d'hôtel qui sera lancé, j'espère, d'ici là. Nous avons lancé l'année dernière, par exemple, le co-living. Donc, c'est toujours quelque chose qui est en train d'être terminé. Et nous avons aussi plein d'autres projets pour développer encore plus les outils qu'on met à disposition de nos startups à Station F. D'accord, mais il n'y a pas une diversification, ça sera l'hôtel, mais un besoin que vous ressentez pour voilà, que la France devienne vraiment une sorte d'incubateur gigantesque avec comme noyau dur la station F. Oui, en fait, la demande qu'on reçoit le plus en ce moment, c'est les demandes d'international. Donc, on a des pays qui nous contactent, comment on peut faire la même chose dans notre pays. C'est des choses qu'on commence à regarder aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y aura quelque chose qui va se passer d'ici 2 ans, on verra. Oui. Et pour vous ? Personnellement, moi je bouge pas. Donc... Non, mais il n'y a pas l'envie quand même aussi à un moment de créer son entreprise? Bien sûr, on est entouré par des super idées tous les jours. C'est difficile, mais j'ai l'impression que Station F, c'est aussi un peu ma start-up en quelque sorte. Donc voilà. Quelle est je sais pas, l'entreprise qui vous a le plus frappé? Non, parce que vous avez fait défiler des centaines. Je sais pas, est-ce qu'il y en a un où vous dites, voilà, il représente exactement ce qu'il faudrait à la France et ce qu'il faudrait à la station F? C'est très difficile d'en choisir une start-up. C'est comme choisir un enfant, j'imagine. Non, mais une ou deux. Non, mais je veux dire, il y en a un qui vraiment est un peu, ou une, ou plusieurs. Mais je veux dire, vous voyez, ce que je veux dire, c'est le symbole de ce qu'il nous faut.
En fait, il y a une histoire qui m'a vraiment beaucoup marqué. C'est un profil fighter. On a le Fighters Programme qui est pour les entrepreneurs issus des milieux défavorisés. Tali, c'est le fondateur Fofana et qui a monté une startup qui s'appelle Digital. C'est une solution anti-vol pour les voitures. Et c'est quelqu'un qui a quand même l'expérience qu'il faut parce c'est un ancien détenu qui était arrêté pour avoir volé des voitures. Je pense que c'est quelqu'un avec vraiment l'expérience qu'il faut. Et aujourd'hui, il est en train de faire un progrès incroyable sur son projet. Donc ça me fascine de voir comment il avance. Quelle est la principale qualité? Après, on parlera du prix de Marlène Schiappa. Quelle est la principale qualité pour être, à votre avis, créer son entreprise? Une seule qualité, c'est très difficile. Je pense qu'il faut vraiment être passionné. Mais on ne peut pas insister assez sur ce sujet parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui regardent les titres, les levées de fonds, toutes ces actualités qui sont assez sexy sur le papier. Mais en réalité, c'est extrêmement dur. Souvent, on dit que l'entrepreneuriat, c'est un marathon. Mais c'est exactement ça. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui est passionné et qui ne va pas lâcher. On dit un mot pour conclure du prix avec Marlène Schiappa. On revient sur les femmes, mais comme ça, la boucle sera bouclée. Roxane Varza, un prix qui va servir à quoi? Je pense qu'il va renforcer la diversité, les femmes. Exact. Oui. C'est exactement. Qui va sélectionner comment? Non, moi j'étais ravie de voir cette annonce, de voir ce projet. Je pense que ça va soutenir encore plus les femmes. C'est marrant, mais même s'il y a beaucoup de choses qui existent aujourd'hui, on voit que parfois, quand c'est une initiative de gouvernement, ça change complètement les choses. Merci beaucoup. Donc ce top 30, les 3 ans, un écosystème qui se porte en fait pas si mal que ça. Non. Merci beaucoup de cette touche d'optimisme, Roxane Varza, la directrice générale de Station F. Voilà, c'est la fin de l'Orage. On se retrouve évidemment demain. Demain, je recevrai Dominique Schelcher à 8h15, le patron de Système U. On parlera de Fessenheim parce que lui, justement, il a publié une tribune pour nous dire qu'il fallait soutenir Fessenheim. Donc il nous dira pourquoi. Et puis surtout, bien sûr, on parlera de la consommation. Et puis du président de la République qui a accepté cette proposition de la Convention citoyenne pour le climat, qui est de dire qu'il faut moins de zones commerciales, de grandes zones commerciales. Est-ce que le patron de Système U est d'accord? Et puis à 12h30, je recevrai Maurice Lévy pour voir comment lui, il a traversé cette crise du Covid. Peut-être que ça sera un peu l'opposé par rapport à vous, Roxane Varza. Et avec sa sagesse, il pourra nous dire comment est-ce qu'il voit ce monde d'après. Voilà, bonne journée. Tout de suite, le programme continue avec les experts de Nicolas Dose.